l'enregistrement. On gardera une trace de tout ça. Bien, merci de votre présence, bienvenue, bonjour à toutes et tous. Je vous accueille aujourd'hui presque en direct de Marseille, à côté du MUSEM. Pas tout à fait, on est toujours à la maison malheureusement, mais ça permet de donner un peu de relief à tout ça. Donc pour cette troisième édition de nos webinaires chez Adinvest, on a souhaité faire plutôt un format table ronde. Et mes invités aujourd'hui sont des hommes de l'entreprise. En l'occurrence, Denis Jacquet, donc entrepreneur récidiviste, fondateur de Day One Movement, il vous en dira un petit mot tout à l'heure, très engagé dans les réseaux d'aide aux entrepreneurs. Et comme il s'ennuie un petit peu, il est aussi auteur et chroniqueur à ses temps perdus. Pour l'accompagner, donc Laurent Vronsky, qui est aussi entrepreneur, plutôt dans l'industrie depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, directeur général d'une société qui s'appelle Hervor. Il vous en parlera aussi tout à l'heure. Dernier fabricant français de compresseurs d'air. Il est aussi, à côté de ça, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique de la Fondation Espérance Banlieue. Et puis, pour les accompagner, donc Jacques Pons, qui est fondateur et président d'Adinvest International, donc la société qui aujourd'hui développe en Europe le mentorat d'affaires. Et puis, ses lignes d'expertise et de force sont les stratégies de croissance, de financement des PME-PMI, et avec une forte casquette fusion, acquisition, transmission. Messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue encore une fois. Alors pour les participants, je vous propose, pour ceux qui auraient des questions, de les mettre dans le chat. Donc je les suivrai au fur et à mesure, et puis on prendra un petit peu de temps en fin de session pour pouvoir y répondre. Et puis s'il y a trop de questions, on ne sait jamais, on trouvera une solution pour pouvoir y répondre quand même après de manière plus personnelle si c'est nécessaire. Voilà, donc pour démarrer, le thème de cette table ronde concerne le format TPE, PME, PMI, en France essentiellement. Vu la situation que nous traversons aujourd'hui, ça reste relativement compliqué de continuer à grandir. C'est possible, c'est faisable, c'est un peu plus compliqué quand on n'est pas dans de la tech pure et dure, mais bon, il y a des choses à faire. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un point sur ce qui vient de se passer là, les 9 derniers mois, avec les avis de nos invités, qu'ils nous partagent ensuite un petit peu ce qu'ils ont réfléchi, mis en place, réinventé pour pouvoir continuer à avancer, et puis comment ils voient l'avenir, et qu'est-ce qui pourra se passer demain, ou qu'est-ce que devra faire le dirigeant de PME pour pouvoir continuer à exister dans les meilleures conditions possibles. Donc, comment ça s'est passé depuis le mois de mars? Laurent, j'aimerais bien qu'on commence avec vous. Donc déjà, rapidement, vous représenter en 2-3 mots et puis nous dire un petit peu ce qui s'est passé chez Hervor et comment est-ce que vous avez vécu ces 9 derniers mois. Okay. Merci Nicolas. Bon, je crois que l'actualité économique sociétale, vous la suivez autant que moi, donc je vais bien modestement vous faire part de notre expérience. Nous sommes dans le B2B, nous fabriquons des machines qui fournissent une source d'énergie qui est inépuisable, qui est l'air comprimé. Nous sommes malheureusement le dernier fabricant français de compresseurs. Je dis malheureusement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui, dans leur secteur, sont le dernier fabricant de 3 petits points. Bon. Nous exportons à peu près 90% de notre production et nous avons choisi un créneau qui nous a permis d'une part de survivre et deuxièmement de nous développer, à savoir nous fabriquons, enfin on est comme Hermès, sauf qu'on ne fabrique pas des sacs à main, mais on fabrique des compresseurs d'air sur mesure. Donc quand vous avez besoin d'une application très particulière, au milieu du désert, dans des environnements où il fait moins 30, moins 40, etc., nous sommes capables de construire ces machines. Je plante le décor pour vous dire que moi, je suis arrivé sur le marché du travail en 86 et déjà, l'industrie s'était considérée comme ringard. Alors, la Chine n'était pas encore devenue l'atelier du monde, mais on commençait déjà à vous expliquer que le brick and mortar, qui est l'expression consacrée qui est née avec la première bulle Internet, c'était ringard. Et que nous, les Occidentaux, il fallait qu'on réfléchisse, qu'on fasse du service et qu'on délègue toute la fabrication aux pays émergents ou aux pays en voie de développement. Je parle à dessein de ceci parce que pour la première fois, le grand public, je dis bien le grand public, a touché du doigt ce que voulait dire la désindustrialisation.
Et je commence avec le mois de mars, où vous vous en souviendrez, pour un produit de très haute technologie, à savoir un masque, ou un deuxième produit de très haute technologie, du gel hydroalcoolique, eh bien, on était complètement dépendant de pays lointains. Alors, il faut savoir que ça ne touche pas malheureusement que les masques et que le gel, ça touche énormément de produits dans la chaîne de valeur ajoutée industrielle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots? Encore une fois, j'essaye d'être, je dis ça très, très modestement, mais je vous avouerai que moi, j'ai eu une traversée. En tant qu'industriel, j'étais peu fréquentable pendant pratiquement 30 ans et maintenant, tout le monde veut avoir un camarade PMiste industriel. Alors, c'est peut-être très sympathique pour l'ego, sauf que qu'est-ce qui a changé? Eh bien, pas grand-chose. Moi, j'en suis à ma 6e crise et je sais une chose, c'est que quand on est dans une crise, en clair, on est tout seul. Et les banquiers ne vous prêtent rien du tout, votre BFR n'est absolument pas financé, tout le monde est désolé et vous, vous êtes sincèrement ennuyé. Donc, fort de cette modeste expérience, je suis allé à contre-courant de ce que l'on entend depuis maintenant 25 ans, c'est-à-dire qu'on a des stocks très importants et on a énormément de fonds propres et du cash. Et ça nous aide à traverser l'hiver. Et bien sûr, cette crise-là, donc avant le mois de mars, j'étais un gestionnaire ringard. Maintenant, je suis devenu un gestionnaire visionnaire. Alors, je suis, je pense, ni ringard ni visionnaire. C'est simplement que quand on a traversé comme moi 5 ou 6 crises et qu'on a failli passer à la trappe, eh bien, on comprend qu'il vaut mieux être quelque part une cigale qu'une fourmi. Et donc, pendant les 3 premières semaines du confinement, eh bien, c'est pas compliqué. Il n'y avait pas de flux entrant, c'est-à-dire pas de livraison, pas d'expédition, pas de fournisseur, rien du tout, même pas de courrier. Il y avait du courant et de l'eau. Point barre. Et donc, si on n'avait pas eu de stock, eh bien, on n'aurait pas pu produire. Alors, la première leçon, et enfin, encore une fois, je ne veux pas du tout être donneur de leçons, mais en tout cas que moi j'ai apprise, qui m'a conforté dans mon jugement, c'est qu'il faut faire très attention aux modes, il faut faire très attention au secteur d'activité qui génère des modes. Je veux dire, on ne peut pas tous avoir un baby-foot dans sa salle de réunion. À la fin de la journée, il y a vraiment une question d'intuition et de connaissance intrinsèque de votre métier. Et quand vous avez un produit comme le nôtre, qui est un produit B2B, alors un compresseur, je pense que vous savez tout ce que c'est, bien sûr. Il faut savoir que vous avez des compresseurs dans les sous-sols des hôpitaux qui assurent l'air respirable pour les malades. Vous avez des compresseurs embarqués dans tous les tramways qui assurent le freinage d'urgence, dans les data centers pour les groupes électrogènes de secours. Donc, s'il n'y a plus de compresseurs, dans beaucoup de cas de figure, il n'y a juste plus rien. Eh bien, nous, on a toujours considéré que le stock à flux tendu, c'était une très bonne idée si tout marchait parfaitement bien. Qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un grain de sable? Là, on vient de le voir. Bon. Pareil pour le cash. Le cash, c'est le nerf de la guerre. Donc, depuis le mois de mars, puis après, j'en aurai terminé. Aujourd'hui, je pourrais vous faire une belle histoire en vous expliquant ce que je vois pour le futur, sauf que le futur, il s'est arrêté à la fin de la semaine. Et tous les chefs d'entreprise que je rencontre sont dans la même position. Donc, dans cette situation, il faut être agile. Alors, ça, tout le monde le dit en ce moment. On vous dit qu'il faut être agile et résilient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Je vais vous dire, si vous avez du cash, si vous avez des frais fixes qui sont gérés au minimum, si vous gérez vos compétences, c'est-à-dire que si vous conservez vos compétences et que vous avez du stock, eh bien, vous avez plus de chances de vous en sortir. Ça n'est pas une règle immunitaire infaillible, mais c'est du bon sens. Et c'est exactement ce qui nous permet, depuis le mois de mars, de continuer à fonctionner. Fort heureusement, maintenant, les chaînes logistiques fonctionnent, donc on peut expédier nos compresseurs aux 4 coins de la planète. Par contre, on ne peut pas expédier nos techniciens pour faire des mises en route. Donc voilà où nous en sommes, mon cher Nicolas. Bien, déjà une bonne vision très concrète du terrain. Hein. Donc globalement, des stocks, du cash et du bon sens, si je résume, pour garder un petit peu ça en ligne de mire. Denis, de votre côté, avec un regard peut-être un peu plus large, même si vous êtes très proche de l'entreprise, hein, on a bien compris. Quelle est un peu votre vision des choses sur ces derniers mois? Alors, sans forcément, je sais que vous avez à cœur de défendre haut et fort, et vous avez bien raison, nos entrepreneurs, mais sans forcément rentrer dans l'aspect polémique des choses, ça pourrait faire l'objet d'un débat sans Bien fin. sûr. Vers quoi, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez vu arriver, vu se passer autour de vous, à travers vos actions, à travers vos engagements? Bon, merci tout d'abord et puis bonjour à toutes et à tous. Bon, moi je retiens d'abord une synthèse extrêmement brillante de Laurent. Donc c'est ça, à partir de demain, j'essaye les bretelles parce que je pense que les types avec des bretelles sont plus brillants que les autres. Donc je vais tenter quelque chose là-dessus. Et le côté abeille aussi, parce que finalement, un peu comme on dit que si les abeilles meurent,
il n'y a plus de vie sur Terre. Du coup, maintenant, je sais que juste derrière les abeilles arrivent les bouteilles d'air comprimé, enfin d'air comprimé, et sinon tout s'arrête. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est juste incroyable. Alors, en fait, la première chose à retenir, c'est la brutalité. C'est-à-dire que, en gros, il y a eu d'autres épidémies, parfois, d'ailleurs la plupart du temps, beaucoup plus violentes et beaucoup plus meurtrières dans les 100 dernières années. Et c'est la première fois qu'on a une économie à l'arrêt, des frontières fermées. Donc, du coup, je pense que personne n'était préparé là-dessus, ni nos gouvernements, et qui en général sont quand même assez éloignés de la réalité de l'entreprise. On le constate un peu plus tous les jours. Au bout de 8 mois, il n'y a pas vraiment de grands changements. Il y a quand même une prime à la digitalisation de 500 € pour les PME. Donc, si vous voulez, c'est juste la mesure que seul un technocrate peut prendre qui pense qu'avec 500 €, vous digitalisez une entreprise. Donc, du coup, je pense que là, on a une brutalité très forte et que c'était très difficile pour qui que ce soit d'être prêt aussitôt. Donc, c'est vrai que Laurent le rappelait, finalement, aujourd'hui, où vous aviez du cash, où vous n'en aviez pas, et c'est la seule définition effectivement de l'agilité. Bon. La deuxième chose, et il faudra en tirer des leçons pour l'avenir, on parlera de l'avenir tout à l'heure, c'est qu'il faut se préparer à d'autres épisodes de cette nature. C'est-à-dire que ce que je suis incapable de savoir aujourd'hui, c'est est-ce que demain, devant le cataclysme qu'on est en train de créer, les gouvernements réagiront différemment en se disant on ne peut pas refaire ça 2 fois, ou est-ce qu'ils se diront bon, finalement on peut encore le refaire? J'ai aucune idée de savoir ce qu'un politique peut décider. Donc ça veut dire que pour nous, entrepreneurs, il est vraiment urgent de se dire que, et on y reviendra tout à l'heure, la digitalisation, le renforcement des capitaux propres qui eux-mêmes ont un impact sur la trésorerie, le fait de plus en plus de rendre nos PME internationales, ce qu'elles ne sont pas assez, hein, Laurent, c'est une anomalie totale. Hein, je veux dire, les PME françaises qui sont à 90% à l'international, c'est une exception et pas une règle. Donc, il en faudrait beaucoup plus comme cela. Et donc, du coup, devenir aussi moins dépendant de nos grands groupes, qui sont des grands groupes magnifiques, mais quand ils commencent à freiner, nous, on s'arrête. Bon. Donc, ça, on viendra aux solutions tout à l'heure, mais elles sont importantes. Quand je regarde un peu autour de moi, comme vous tous, hein, je ne pense pas que j'ai un regard plus perçant que les autres, mais c'est vrai que dans nos différents réseaux qu'on pilote ou qu'on anime ou auxquels on participe, bien évidemment, il y a les futurs liquidés et il y a les autres. Donc, les futurs liquidés, pas besoin de vous dire que l'événementiel, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, aujourd'hui, se demandent toujours pourquoi ils sont fermés jusqu'en janvier. Moi, quelques mois, je suis à Nice et donc il n'y a pas plus de morts qu'à Nice à côté. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se demander pourquoi ils sont. Non, et je ne parle pas des victimes du Covid. Donc, du coup, ça veut dire que là, les constats rapides, c'est un, les PME n'étaient pas prêtes pour ce genre d'événement. Elles n'ont pas les reins solides pour tenir suffisamment longtemps. Et on le disait tous, des restaurants qui n'ont pas fait, notamment au mois de mars, de click and collect ou de vente à emporter ou de s'organiser, juste qu'elles ne savent pas le faire. Hein. Donc, tirer des sonnettes d'alarme depuis très longtemps sur l'idée d'avoir un plan stratégique numérique pour la France qu'on attend toujours. Et là, malheureusement, on le paye relativement cher. Donc, du coup, on a aujourd'hui une situation très complexe parce que aujourd'hui, les pourvoyeurs d'emplois nets dans tous les pays occidentaux, ce sont les PME. Bon. Et aujourd'hui, les PME sont à l'arrêt. Et donc, les prévisions, et on va garder le pire pour maintenant, comme ça on sera plus optimiste pour la suite. Les prévisions, notamment de McKinsey, c'est qu'en France, il y aura le double des liquidations d'entreprises de tous nos voisins d'Europe. Bon. Et donc, pourquoi? Parce qu'effectivement, la taille, principalement moins de 20 salariés, l'absence de capital propre, pas de trésorerie, est souvent dépendant de donneurs d'ordre et avec une incapacité de diversifier. Si vous voulez, même si vous prenez Renault, quand ça commençait à aller mieux en Chine, ils ont pu réouvrir en Chine, vendre en Chine et produire en Chine. Quand vous êtes une PME, que vous êtes fermé en France et que vos clients sont régionaux, nationaux, vous n'avez pas cette possibilité de diversification et de bouffée d'oxygène qui peut vous permettre de tenir le temps nécessaire. Donc, je pense que voilà, il y a beaucoup de leçons à tirer de cette crise. On viendra tout à l'heure sur comment la préparer un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je regarde autour de moi, la deuxième partie est moins violente, puisque bien évidemment, là, il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont restées ouvertes qu'au départ. Il suffit d'aller dans les rues pour voir qu'on circule quand même nettement plus qu'au mois de mars et au mois d'avril.
que les gens en ont marre et qu'ils veulent revivre. Et c'est vrai que cette semaine, on avait une conférence au Brésil qui est, c'est vrai, un taux de mortalité, lui, plutôt supérieur à la moyenne, ce qui n'est pas le cas de la France, contrairement à ce qu'on nous dit. Et donc, du coup, là, ils ont décidé de continuer à vivre normalement. C'est un choix. Mais du coup, les activités sont reparties. Donc, je pense que, voilà, il y a brutalité, il y a une deuxième vague qui est moins dure. Si par malheur, on est obligé de reconfiner une troisième fois au mois de mars ou au mois d'avril, même légèrement, je ne sais pas dire ce qui va arriver à l'économie française et c'est ça qui m'inquiète le plus. Oui, il y a une situation effectivement pas évidente du tout et où on ne sait pas trop par quoi elle va aller. Pour continuer un peu cette notion de constat, Jacques, de votre côté, de ton côté, on travaille ensemble, on se tutoie, donc on va continuer à se tutoyer. Donc Jacques, de ton point de vue et par rapport aux activités, au travers des activités d'Adinvest, quels sont les principaux impacts que tu as pu constater, notamment sur les tissus PME? Alors, si je fais un petit peu d'historique, je dirais que l'idée Adinvest est née en 2007, avant la crise de 2008. Et ce que l'on a pu constater, nous, par rapport à ce recul un petit peu qu'on a pris par rapport à la crise précédente, c'est que les mêmes causes causent les mêmes effets. Et on a cherché à comprendre un petit peu pourquoi. Donc, en 2008, il y avait des problématiques donc, de renforcement de fonds propres, notamment, et de surendettement. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans les PME, on a à peu près les mêmes phénomènes. Donc, on se rend compte que les PME souffrent de manque de fonds propres et aujourd'hui ont peut-être par rapport à leur équilibre bilanciel trop d'endettement. Alors, c'est vrai aussi que les aides gouvernementales qui ont été mises en place, entre autres le PGE, je peux le citer, donc risquent de renforcer encore plus ce déséquilibre, ce qui risque donc de mettre en péril ou en difficulté certaines catégories qui étaient déjà plus ou moins fragiles et qui risquent de devenir davantage. Et avec les informations, nouvelles informations du plan de relance, où on est en train de parler de prêts participatifs, donc c'est carrément du quasi-fonds propre, eh bien, on arrive à un point où les banquiers déjà n'étaient pas très rassurés pour faire le PGE. Il a fallu quand même que l'État garantisse le prêt à 90%. Eh bien, pour les prêts participatifs à quasi-fonds propres, eh bien, ils ont vraiment énormément peur d'y aller même. Voilà, ils ont peur de se lancer. Et ça va être une grosse difficulté donc, pour attribuer ces prêts. Donc, on ne sait pas encore bien dans quels critères ça va être éligible aujourd'hui. Voilà. Donc un fort resserrement de l'action. Fort resserrement de l'aide financière au niveau des banques, oui. De la crainte de l'évolution économique et notamment liée à l'incertitude qu'il peut y avoir dans cette crise, puisqu'on est encore dans la crise sanitaire, on démarre la crise économique, mais on a encore peu de visibilité sur les conséquences. Alors, je ne vais pas redire ce que mes précédents interlocuteurs ont dit. C'est vrai qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont énormément touchés. Il y a des tailles d'entreprises qui vont, à mon avis, disparaître. Donc, des secteurs d'activité qu'il va falloir se remettre en question. Donc, l'événementiel, le transport de personnes, ainsi de suite. Qui a des conséquences induites par rapport à ces segments d'activité. Mais on est sur des situations, je dirais, où on est sur si on prend même l'économie en général, jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore un équilibre entre l'ancienne économie et la nouvelle économie. Si on avait eu déjà cet équilibre-là fait, à mon avis, on aurait peut-être moins subi ce que l'on subit aujourd'hui si la nouvelle économie était beaucoup plus en avant que ce que le peut être aujourd'hui. En France, je parle. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était encore malheureusement l'ancienne économie qui menait et qui pouvait produire le PIB au niveau de notre pays. Effectivement, quand on est entre deux, hein, c'est toujours pas évident de subir comme ça de plein fouet une crise assez forte. Alors sur un deuxième niveau, je vais revenir à vous, Laurent. Alors que ce soit à travers votre vision ou par rapport à Hervor. Ok, on a dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dû faire ou mettre en place ou réfléchir pour essayer de traverser cette crise qui est loin d'être finie, bien entendu. Qu'est-ce qui a d'ores et déjà été mis en place de votre côté? Déjà, moi, je voudrais un petit peu donner une lueur d'espoir à nos participants parce qu'effectivement, le constat… Merci Laurent, c'est important. Je ne suis pas en train de faire de la méthode Coué, mais moi, j'ai été très favorablement surpris
par le niveau de responsabilité des collaborateurs, des intervenants, etc. Alors évidemment, on a tous les images de gens qui sont agglutinés dans les parcs, des jeunes qui se sont agglutinés à la terrasse des cafés. Mais globalement, les gens sont super responsables. Et ce qu'il y a quand même, je trouve, ce qui est marquant, n'oubliez pas qu'il n'y a encore pas si longtemps, c'était les gilets jaunes. Hein. Bon, donc on est passé de je casse tout, j'envahis Paris tous les samedis, à la pandémie. Et je pense que les gens sont très conscients de l'enjeu économique. Alors, ils n'ont pas forcément, je dirais, toute la compréhension macro, mais ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, tout le monde peut voir dans sa rue un panneau à louer à vendre. Donc ça veut dire que quelque part, les gens se serrent les coudes. Donc, sur les solutions miracles, il n'y a pas de solution miracle. Ça n'existe pas. Bon, je rejoins Denis. Bon, il ne faut pas oublier les gens qui nous gouvernent, souvent, sont dans des tours d'ivoire et pensent que l'économie, c'est une économie presse-bouton. Je crée la prime lambda et je crée une réaction pavlovienne. C'est un tout petit peu plus compliqué dans la vraie vie. Bon. Je pense que nous, on appartient à la vraie vie. Donc, les gens sont plus responsables et comme ils ont compris l'enjeu, eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire passer des nouvelles méthodes. Ça ne veut pas dire que ça se fait en claquant des doigts, mais les gens comprennent qu'on ne fait pas ça, ce n'est pas la lubie du patron, ce n'est pas la lubie du moment, mais s'il y a besoin de se réinventer, l'enjeu, c'est la survie. Et c'est la survie immédiate. Ce n'est pas le plan stratégique à 5 ans. Bon, c'est fini le plan stratégique à 5 ans. Je pense que ça ne veut plus rien dire, à mon sens. Bon. Après, sur la digitalisation, nous, on n'est pas tellement concernés par le sujet parce que pour exporter 90% de notre production, on est très digitalisé depuis très longtemps parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas pu mettre en place des filiales, ouvrir des filiales aux quatre coins de la planète. Bon, donc, quelque part, c'est quelque chose auquel on est habitué. Par contre, quelque chose auquel on n'est absolument pas habitué, c'est de faire du commercial digital. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui demande vraiment un gros effort parce que nous, typiquement, on vend un produit très technique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un ingénieur à l'autre bout de la planète et il s'assied avec ses comparses et il discute, il sort les plans, etc. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire. Donc, comment on fait? Comment on fait pour démarcher une clientèle B2B sur un produit extrêmement technique? Ben, ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place. C'est quand même pas évident à faire, hein, mais regardez ce qu'on fait ce matin. Ben, qui eût dit il y a encore un an qu'on allait faire des webinars quasiment tous les jours? Alors, on le fait tous et on a tous trouvé le moyen d'avoir une caméra vidéo, de se parler, d'utiliser le truc et le machin et le bidule. Ça, c'est un changement profond et je pense que ça va être durable. C'est-à-dire que pour les réunions de premier niveau, aujourd'hui, plus personne n'enverra des collaborateurs en classe business à l'autre bout de la planète. Donc, on réservera les réunions en dur vraiment pour des choses qui en valent la peine, des signatures de contrats, des choses qui sont incontournables. Donc ça, on est à fond là-dessus. La deuxième chose aujourd'hui que l'on fait, c'est qu'on travaille à fond le portefeuille client et le portefeuille prospect. Ce qu'on ne peut pas toujours faire dans une période un petit peu plus prospère où on est à fond, on est dans le guidon et dans l'opérationnel. Donc là, on est en train de réfléchir à faire des campagnes de prospection et d'information digitalisées de manière beaucoup plus pointue. Et dans notre domaine, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Vous vendez des chaussures de sport, vous pouvez racheter du fichier à outrance. Vous vendez des compresseurs d'air, ça demande un petit peu plus de jus de cerveau. Donc, si je résume, la plus grosse modification dans notre quotidien, c'est d'articuler notre savoir-faire commercial et notre démarche au travers du digital, de pouvoir exploiter toutes les pistes également de manière digitale et d'équiper nos collaborateurs en conséquence. Moi, je dois dire que j'ai la moitié d'Airvor qui est en télétravail. C'est pénible hein, quand même. Hein. Je veux dire, c'est pénible parce que je veux dire que moi, je suis seul sur le plateau. Même si on a tous les outils techno, c'est super, mais bon, il manque ce lien opérationnel. Mais heureusement qu'on a ça, sinon on aurait dû fermer la boutique. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on va faire perdurer le modèle, c'est-à-dire 50% de la boîte en télétravail, mais après, de l'utiliser de manière intelligente dans des cas de figure très délimités, ça oui, c'est quelque chose qui maintenant est rentré dans les mœurs. Voilà, Nicolas. Bien, très intéressant, effectivement, et ça permet de toucher du doigt que ce qu'on entend à longueur de journée dans les médias n'est pas forcément qu'une lubie et que ce n'est pas toujours aussi simple, effectivement, je presse le bouton pour que ça marche, on est loin de ce fonctionnement-là. Denis, de votre côté, si on devait réfléchir à très court terme, comme le disait Laurent, c'est un peu le mode survie, là, d'abord, hein,
malgré le fait que les entrepreneurs puissent travailler sur leurs enjeux et se préparer, qu'est-ce qui peut leur coûter cher aujourd'hui? Quels sont les risques qu'ils ne vont pas forcément maîtriser, à travers lesquels ils vont devoir passer? En fait, le plus gros risque serait de ne pas profiter de cette période pour se poser des bonnes questions. Vous savez, en fait, on est tous entrepreneurs et ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, on privilégie l'action sur la réflexion. Et l'action, tant que vous êtes dans le vrai, tout va bien, mais à un moment donné, ce qui vous fait basculer du vrai au faux, c'est que vous n'avez pas pris le temps de prendre du recul pour savoir si vous étiez toujours dans le vrai. Donc, pendant un moment, on s'arrache le cerveau et tout le reste pour être sûr de maintenir sa croissance. Et puis, tout à coup, elle se tarit sous l'effet d'un marché, d'une concurrence ou d'un événement comme celui-là. Et on se dit, mais zut, mais je n'étais pas préparé. Et en fait, la seule frontière qui sépare celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est d'avoir pris le temps de la réflexion. Alors, pour moi, j'étais encore un peu bébé dans les années 70, mais néanmoins, je suis quand même un produit des années 70. Et si vous regardez cette période de créativité incroyable, c'était LSD, cocaïne, etc. Donc, je ne vais pas suggérer aux entrepreneurs qui nous écoutent de reprendre goût à ce genre d'outils d'aide à la performance. On va les Non, appeler ça c'est comme pas ça. idéal, franchement. Mais comme disait David Bowie, finalement, je pense que j'avais ça en moi, mais s'il n'y avait pas eu ces espèces de désinhibiteurs, etc., j'y serais pas allé. Ce que je veux dire par là, c'est que le Covid, de façon, parce qu'il faut bien le prendre un peu en riant, toute cette période où la moitié de la France est devenue alcoolique pendant le Covid, aurait dû effectivement nous détendre, nous donner un peu de temps et pour la réflexion. Et je pense que le plus gros risque, c'est de ne pas réfléchir. Et si je prends mon exemple à moi, en tout cas pour la petite partie événementielle de mon dispositif Day One, et surtout mes prestataires ou ceux qui entourent cet événement, tous ceux qui étaient des monstres incroyables, hein, les trois gros, dont deux Français d'ailleurs, hein, comme Explosion, etc., qui sont des leaders mondiaux, là sont pratiquement au bord de la rupture. C'est des boîtes qui sont leaders, Reed, etc., qui sont des leaders mondiaux secteur sont en train de se demander s'ils seront toujours là l'année prochaine. C'était une situation totalement envisageable. Pourquoi? Parce que notamment ces grandes sociétés, aussi puissantes soient-elles, n'étaient absolument pas prêtes pour le digital. Ce qui, en matière de conférence, est quand même quelque part une hérésie, parce que si vous voulez, ces outils qu'on utilise, les Zoom, les Skype avant, les webinars, les visioconférences et même les hologrammes, ça ne date pas de la période Covid. C'est là disponible depuis des années maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la paresse qu'on a tous et qui est consubstantielle à l'être humain. Vous savez que le cerveau, lui, fonctionne avec le fait d'être assuré par des habitudes de fonctionnement. Et ben, du coup, ça marche comme ça, donc on continue. Et ben, voilà, tout à coup, on s'aperçoit que face à un événement brutal, on a juste oublié de réfléchir, de se remettre en cause. Et je pense que au-delà des capitaux propres, au-delà de la trésorerie, au-delà de l'international, au-delà de la digitalisation, c'est le moment privilégié pour réfléchir à qu'est-ce que va être mon business demain. Et moi, ce que j'en retire comme expérience personnelle, c'est que du coup, depuis 3 semaines, je travaille à ce qui est peut-être le projet de ma vie, mais peut-être dans 3 semaines, je vous dirai qu'en fait, c'est bidon et j'arrête. Mais je pense que j'ai trouvé l'idée qui n'existait pas. Et je pense très sincèrement que sans cette crise-là, je n'aurais pas pris le temps de rencontrer, de réfléchir et de prévoir. Et là, depuis 3 semaines, je passe le tiers de mon temps à rédiger le business plan avec un truc qui me semble totalement hallucinant et qui manquait à cet univers. Finalement, c'est enfin l'effet positif du Covid et ce n'est pas de l'innovation au sens pur, ce n'est pas des process, ce n'est pas des trucs, c'est juste de la réflexion, de la prise de recul et dire mais qu'est-ce qui manque dans cet univers? Mais oui, il manquait ça, comment je n'y ai pas pensé avant? Et peut-être que demain, ça sera la plus belle idée du siècle. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre à l'intérieur de nos boîtes. Ça paraît idiot, hein, parce que dire il faut que j'appelle McKinsey, le BCG. Ah ben non, c'est trop cher pour moi pour une PME. Je vais appeler l'équivalent du BCG de ma région natale pour qu'il m'aide. Mais non, effectivement, on a besoin de prendre du recul, de discuter avec des gens. Et ce n'est pas très techno, ça, hein, comme conseil. Mais je pense que c'est le meilleur à donner en ce moment aux entreprises pour qu'elles se disent qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain en situation d'incertitude et partant du principe que, du coup, déjà, si quelque chose était certain dans l'univers de l'entrepreneuriat, on le saurait quand même depuis assez longtemps. Hein, et comme le disait
ce grand philosophe, dès que vous connaissez votre avenir, vous n'en avez plus. Mais il est clair qu'aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de le faire. Et tous ceux qui vont éviter cette réflexion ne seront plus là le demain pour la faire. Et effectivement, ça vient bien compléter le premier descriptif qui avait été fait par Laurent, donc sur qu'est-ce que je fais en mode d'urgence, puis ensuite comment je me prépare pour la suite, et puis comment j'optimise de manière un peu positive ce temps mort, en fait, ce temps qui coûte, qui est lourd, pour regarder et réfléchir un petit peu à demain. Alors, je me tourne du côté de Jacques, donc là, je disais tout à l'heure d'Invest International, donc le mentorat d'affaires, qui est une forme d'accompagnement qui permet justement de s'exprimer pleinement pendant ces périodes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots et peut-être aller sur le fait qu'aujourd'hui, il est urgent de se poser, de ne pas forcément se presser. Le quotidien, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir préparer la suite. Je partage totalement ce qui a été dit jusque-là. Je pense qu'il y a, dans les chefs d'entreprise, il y a ceux qui vont profiter de la situation du moment pour se remettre en question et revoir peut-être leur modèle, alors que ce soit sur des idées déjà en place ou alors des opportunités nouvelles qui se présenteront. Et c'est vrai que ce temps-là doit être utilisé, il est d'ailleurs assez long pour ça, pour justement mettre un point et travailler sur une remise en question et une remise en place donc de son activité. Alors, pour moi, il y a 20 ans, on a basculé dans le 21e siècle, mais j'ai l'impression que ça démarre vraiment là. On n'a pas eu, on a 20 ans, on n'a pas perdu 20 ans, mais il a fallu 20 ans pour s'apercevoir que la société avait changé de siècle, quoi. Voilà. Donc, et aujourd'hui, par le biais de ces crises-là, puisqu'on a vécu 2008, mais elle n'était peut-être pas assez forte, pas assez longue, à mon avis, elle n'a pas assez duré. Mais celle-ci est beaucoup plus longue et peut-être plus dure. Eh bien, on est obligé de se métamorphoser, quoi, de se regarder autrement, de voir les choses différemment et de se projeter différemment. Et là, on intègre beaucoup plus, comme disait Laurent, le fait de faire de la visio, ce qu'on ne faisait pas avant, quoi. Voilà. Donc, l'intégrer dans son quotidien. Et je trouve que c'est peut-être beaucoup plus simple pour certaines démarches. Ça peut éviter peut-être un peu de temps, de fatigue et de déplacement. Et ça peut avancer aussi plus vite, voilà, dans certains cas. Et c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu à tout, on s'aperçoit que la période que l'on vit, malgré la situation qui n'est pas une situation très simple pour tout le monde, ben, elle n'est pas si négative que ça. Si on l'exploite bien et qu'on prend les choses dans le bon sens, on s'aperçoit justement que ce sont des bonnes bases même, de très bonnes bases pour engranger de la réflexion, pour bâtir quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus avec de la prospective, même si on ne se projettera pas jusqu'à 5 ans, mais au moins de dire on peut te donner les moyens pour essayer de sortir de là avec un projet peut-être beaucoup plus porteur dans une conjoncture qui sera certainement plus la même. Donc, regardez devant et encore une fois, gardez à l'esprit que c'est maintenant qu'on prépare demain, quoi. Tout à fait. Alors, pour aller vers l'avenir maintenant, moi j'ai deux questions que je souhaiterais vous poser, donc de manière assez précise cette fois-ci. Ces deux questions, elles sont les suivantes. Comment est-ce que va devoir vivre l'entreprise des prochaines années? Alors, je sais que c'est un peu philosophique, mais bon, je suis sûr que vous avez un avis éclairé là-dessus. Et la deuxième question qui va de pair avec ça, puisque dans l'entreprise, il y a des dirigeants, quelle doit être, selon vous, la place du dirigeant dans l'avenir au sein de la société civile, notre société de tous les jours, donc une vision un peu plus large. Denis, si vous voulez bien commencer par nous dire un petit peu comment vous voyez évoluer ce tissu de PME, PMI, alors, au sens large, bien sûr, je ne sais pas, moi, diversification, concentration, épuration, nouveaux marchés, opportunisme ou pas, enfin, voilà, quelle est un peu cette approche que vous avez aujourd'hui? Il faut mettre le micro, Denis. C'est Sinon, on ne forcément mieux bénéficiera avec le pas de ta micro. bonne parole. Mais effectivement, ça me permet de continuer à dire des bêtises, mais de couper pendant que vous parlez. En fait, bon, moi, il y a plusieurs grandes questions que je me pose. La première, effectivement, c'est que cette crise, comme toute crise en général, mais celle-ci particulièrement, ne fait qu'accroître les frontières entre le grand et le petit. Bon, il y a des exceptions, mais accroître la frontière entre les très grands qui ont les moyens de tenir et les très petits qui n'en ont pas les moyens, entre les minorités qui sont encore plus ostratisées et les grands qui sont encore plus riches.
Chaque crise, vous l'avez constaté, 2008, celle-ci, on le verra déjà aujourd'hui, les 2% de plus riches dans le monde seront encore plus riches demain. Et pour tous ceux qui ont eu la judicieuse idée d'acheter des actions de la tech américaine au moment de la crise et regardent leur portefeuille boursier aujourd'hui, ont compris qu'en ayant pris entre 30 et 50% de valeur en moins de 6 mois, en dormant la nuit, il y avait manifestement un schisme assez important entre celui qui est au SMIC ou qui a perdu son job et vous et moi éventuellement, si vous avez eu la bonne idée d'acheter du Bitcoin à 10 qui était à 19 000 hier. Bon. Et donc ça, aux États-Unis, en gros, tous ceux qui sont au-dessus de 150 000 $ de revenus ont à 88% des actions en bourse. Tous ceux qui sont au-dessus de 50 000, c'est moins de 25%, moins de 15%, pardon. Donc, ce qui signifie que demain, malgré cette crise, le confinement, une éventuelle perte de travail, quelqu'un qui est à plus de 150 000 aujourd'hui, rien que par son patrimoine boursier, va se réveiller plus riche à la sortie de la crise et le pauvre plus pauvre. Parce que lui, non seulement il n'aura pas ça, mais il n'a plus de job. Bon. Deuxième chose, et je vous les livre très rapidement pour continuer à vous déprimer et vous inciter au LSD à la fin de cette conférence. Mais il y a On va essayer de deux pas en arriver choses. là quand même. Non, on va éviter. Puis j'ai toujours échappé à toute forme de drogue et de tabac, etc. Donc je suis pas le chantre du truc. Mais c'est vrai que deux études récentes montrent que l'automatisation a fait l'objet pendant le Covid d'un surcroît d'investissement aux États-Unis et en Chine. On évalue à 30 ou 40 milliards aux États-Unis et vraisemblablement 60 ou 70 en Asie, ce qui signifie pour l'avenir de nos entreprises que tous ceux qui vont être incapables aujourd'hui d'appliquer d'une façon ou d'une autre une automatisation des process ne seront plus compétitifs face à cette compétition, et surtout qu'on va continuer à créer de la destruction de jobs et de façon plus rapide et plus massive que ce qui était prévu avant la crise du Covid. Donc, ce qui va séparer encore plus les plus fragiles, et à nouveau McKinsey, avec qui on bosse beaucoup aux États-Unis, montrait que dans ce cas-là, la population qui va le plus souffrir, comme ça a été le cas pour le Covid d'ailleurs aux États-Unis, mais sera à d'autres proportions gardée la même chose chez nous. On parlait des gilets jaunes tout à l'heure, on va les voir réapparaître beaucoup plus gros, beaucoup plus nombreux dans les mois à venir, et pas seulement à Paris. Là, effectivement, sont les Noirs américains qui sont dans les mauvaises villes, sur les mauvaises qualifications, sur les mauvais jobs et dans les mauvaises industries qui vont disparaître. Bon. Donc, tout ça accroît une fracture. Donc, ça veut dire que nous, entrepreneurs, en conjonction, j'espère, avec un gouvernement, si un jour on a la chance d'avoir un gouvernement qui comprend l'économie, ce qui n'est pas donné en France et dans un certain nombre de choses, mais au moins les autres ont des États fédéraux, comme l'Allemagne, etc., plus proches de leurs entreprises, de leurs banques, de leurs systèmes, etc. Ben, moi, la première préoccupation, c'est celle des territoires. Est-ce que nous, entrepreneurs, on va être capables de raviver les territoires au travers de l'utilisation des technologies pour continuer à ancrer des savoir-faire? Et Laurent rappelait tout à l'heure qu'on est souvent le dernier producteur de quelque chose en France. Et ça va être la clé absolue. Est-ce qu'on est capable de revitaliser nos territoires, de créer et d'exploiter cette nécessité de proximité qu'on voit ici, et de profiter peut-être de cette vague intellectuelle pour l'instant sur la relocalisation? Il n'y aura jamais de relocalisation industrielle massive, mais on peut rapatrier des capacités de production, même si elles sont complètement automatisées, parce que directement ou indirectement, ça créera quand même de l'investissement, de la revitalisation et de l'emploi. Donc, je pense que pour nos PME, pour nos entreprises, nos ETI, etc., la vraie question, ça va être d'arriver à mettre en conjugaison les régions, l'État, les entreprises, et de redonner de la valeur à la proximité. Et si vous avez l'occasion, vous pouvez lire un bouquin de Steve Case, qui était pour les plus vieux d'entre nous, le fondateur d'AOL, qui à l'époque était la star absolue des boîtes Internet, qui s'appelle The Third Wave, dans lequel il décrit comment, et Andrew Yang, qui était candidat chez les démocrates aux États-Unis, qui est un type très très bien aussi, disait à quel point on peut utiliser les technologies pour revitaliser les territoires et à travers nos entreprises. Donc je pense que c'est vraiment pour moi le sujet. Et si je dois dire un mot sur la société civile en un mot, c'est qu'en gros, on est investi dans nos sociétés, on doit être investi dans la société. Je pense que cette crise prouve, même s'il y a eu plein de bonnes intentions, le chômage partiel, les mesures d'adaptation, les trucs, etc., on voit bien, si vous voulez, au travers des mesures, que quand on vous dit encore l'allocution de Macron l'autre jour, on va vous donner 20% à vous, restaurateurs, de votre chiffre d'affaires. Si les restaurateurs pouvaient vivre avec 20% de leur chiffre,
Ils le sauraient depuis très longtemps. Si vous voulez, les 80 qui manquent vont être légèrement manquants à leur capacité de survivre. Donc, des conneries, excusez-moi du terme, mais des conneries comme ça, il n'y a que des technocrates qui peuvent nous sortir des idioties pareilles. Donc, il faut vraiment qu'on s'investisse dans la société, parce qu'il faut qu'on arrête de se plaindre d'avoir des politiques qui ne sont pas bons, mais c'est nous qui les avons élus. Donc, à un moment donné, si on veut des meilleurs, il ne faut pas que des entrepreneurs. On serait bien incapable d'être les meilleurs politiques du monde, ça c'est très clair. Mais il en faut aussi, parce qu'on connaît nos territoires, on connaît les gens qui nous entourent, on connaît les avantages et les défauts, et on sait surtout comment revitaliser nos territoires, et c'est essentiel. Donc, si on ne prend pas un peu de notre temps pour s'investir dans des actions collectives, ce pays ne changera pas, et notre continent européen, dont pour moi, et je finirai par ça, c'est l'inflexion. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, c'est des changements de centre de pouvoir à travers le monde. Hein. On va pas revenir sur l'histoire, on pourrait relire les bouquins d'Attali, ils sont très bons pour résumer tout ça. Mais à un moment donné, l'Europe, depuis le milieu du XVe siècle, et l'Occident étaient le point central du monde. Je pense que là, on vient de le perdre. Voilà, donc, ça part vers la Chine vraiment très ostensiblement, mais beaucoup plus qu'avant. Les États-Unis vont se maintenir pour toutes les raisons qu'on connaît, et on va devenir un espèce de désert au milieu. Donc, du coup, c'est entre nos mains. Et sans investissement dans la société civile, il n'y aura pas de transformation fondamentale de notre pays. Donc, j'incite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à se dire qu'est-ce que je peux réserver 10, 15, 20% de mon temps pour m'investir là-dedans. Vous pouvez vous dire c'est du temps que je passe en dehors de ma boîte, donc c'est pas bon. Non, c'est un temps que vous allez investir à préparer un terrain qui va être favorable à vos entreprises, et c'est essentiel de le faire maintenant. Approche pragmatique et très intéressante effectivement sur le rôle du dirigeant dans cette société qui est en pleine évolution. De votre côté, Laurent, alors sans forcément nous résumer votre stratégie à venir, si tant est qu'il y en a une, comment vous voyez le visage d'Hervor là d'ici 2-3 ans? Et puis, je sais que ça vous tient à cœur, la place du dirigeant dans cette fameuse nouvelle société. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, je vais commencer, je vais vous répondre en commençant par la deuxième question que vous nous posez, et je vais me servir du tremplin qu'a dressé Denis, parce que je pense que ce qu'il vient de dire est absolument fondamental. Fondamental pourquoi? Je vais revenir à l'étymologie du mot politique. Le mot politique, ça veut dire exercer le pouvoir dans une société organisée. Et l'exercice du pouvoir n'est pas limité à certains. Et je pense que dans les années à venir, en tout cas les entreprises viennent de le montrer à travers la crise du Covid, à l'évidence, l'entreprise n'est pas le problème, mais c'est la solution. Et je pense qu'aujourd'hui, sans vous raconter ma vie, ce n'est pas très intéressant, mais c'est comme un peu ce que je connais de mieux. Moi, j'ai vécu 8 ans aux États-Unis, et le cabinet de conseil qui a été cité à plusieurs reprises par Denis, je le connais bien parce que moi, j'ai fait du conseil pendant plus de 5 ans dans ce cabinet. Donc, je suis volontairement allé du monde très international, très multinational, vers le monde très concret de l'industrie et de la PME, qui en clair n'intéressait personne et aujourd'hui intéresse toujours personne. Bon. Et c'est un choix dont je me félicite chaque jour. Et je crois fondamentalement, regardez, pour le Covid, qui a résolu le problème? Du gel et des masques. Je ne m'intéresse qu'à ça. Ce sont des petites boîtes. Donc ça, pour moi, c'est une formidable lueur d'espoir. Par contre, et c'est là où je suis parfaitement raccord à ce que vient de dire Denis, il faut arrêter de penser que l'avenir se décide sans nous. Et je pense que le plus grand changement, dans les 5 ans à venir, et dans les 5 jours à venir, mesdames et messieurs, c'est qu'on va devoir faire de la politique. Alors, pas au sens de ce que vous connaissez, mais participer à l'exercice du pouvoir dans cette société organisée qui est notre économie et qui est notre pays. C'est d'ailleurs, je ne fais pas de la pub, mais c'est là le sens de mon engagement à Croissance Plus. Croissance Plus est une organisation qui regroupe toutes les entreprises de croissance et qui fait du lobbying pour pouvoir créer un écosystème qui soit favorable aux entreprises. C'est une vision qui a plus de 20 ans, qui est apolitique, mais il va tous falloir le faire. Et je vais vous donner un exemple très simple. Pour ceux d'entre nous qui habitent dans un immeuble, et vous savez très bien comment ça se passe, vous avez 99% des gens qui habitent dans l'immeuble qui râlent parce qu'on allume le chauffage trop tôt, trop tard, etc., etc. Et il y a juste 1% des gens qui s'impliquent dans la gestion de l'immeuble. Eh bien, il va falloir renverser les tables. Et aujourd'hui, si on veut éviter d'être assujetti à des décisions technocratiques, de subir ce qui peut se passer au niveau des États, il va falloir que les entreprises apprennent à faire de la politique. Et ça, c'est un changement absolument fondamental parce que pendant des décennies, tout le monde a dit c'est pas le rôle de l'entreprise. Regardez depuis 5 ans
les territoires qui sont investis par les entreprises. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est une autre discussion, mais il y a des sujets qui sont très tarte à la crème. Et puis, on peut douter également de certaines volontés, mais peu importe. L'entreprise est en train d'investir beaucoup de choses. Eh bien, je pense qu'il va falloir investir le chapitre de la gouvernance. Donc, pour répondre à votre question, Nicolas, aujourd'hui, l'environnement devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire, les économies les esprits les plus éclairés ne peuvent même pas comprendre ce qui se passe à l'instant T. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir un scénario parmi un portefeuille de scénarii. Il faut juste avoir plusieurs cordes à son arc et en fonction de ce qui risque de vous tomber sur le coin de la figure, sortir le bon outil au bon moment. Et bien pour faire ça, il faut avoir multicompétences, extrêmement agile, pas de dogmatisme, pas de certitude. Moi, la seule certitude que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Et évidemment, on est un petit peu en marge avec ce qu'on peut voir dans la gouvernance du pays où les intérêts ne sont pas les mêmes. Mais je suis convaincu en mon âme et conscience que dans un pays comme la France, où 93% des entreprises ont moins de 10 personnes, mais vous avez des ressorts absolument extraordinaires. Donc, pour pouvoir exploiter ces ressorts, il y a un changement d'attitude, on l'a tous évoqué lors de nos interventions, et il va aussi falloir que les entreprises s'investissent dans leur territoire, dans leur ville, dans leur région et dans leur pays. À chacun, je dirais, la bonne formule et la bonne taille. Évidemment, c'est plus facile pour une multinationale comme Total d'être représentée au niveau du pays, mais même déjà au niveau de votre ville. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous, on a eu un maire, le maire d'avant celui-ci, qui est un monsieur typique, un mandat, il a fait le tour de France du un mandat. Okay, il n'est même pas de la ville. Et comme c'était, je dirais, la mode, il a créé des pistes cyclables. Jusque-là, rien d'exotique. Sauf que ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé des pistes cyclables sur la seule voie d'accès qu'il y a au niveau de la zone industrielle. Donc, il a réduit de 4 à 2 l'accès à la zone industrielle. Donc, aujourd'hui, on ne peut même plus se faire livrer avec un semi-remorque. Et moi, depuis que ces pistes ont été créées, c'est-à-dire il y a 6 ans, j'ai compté 3 vélos. Eh bien, voilà un exemple où une entreprise peut s'engager au niveau local, participer à la politique dans l'exercice du pouvoir local et changer les choses. Alors vous allez me dire, changer une piste cyclable à Argenteuil, ce n'est pas ça qui va changer l'avenir du monde. Mais je vous ai donné un exemple concret, vous pouvez le faire au niveau de votre région, vous pouvez le faire au niveau de vos collaborateurs. Et ça, il va falloir apprendre à le faire, et il va falloir apprendre à le faire en déclinant des choses concrètes. Voilà. Merci Laurent pour cette vision des choses et de l'avoir partagé avec nous. Donc on arrive bientôt à la fin de cette table ronde virtuelle. Le mot de la fin est pour toi, Jacques. Donc j'ai entendu revitaliser les territoires, développement économique des territoires, c'est quelque chose qui te parle, qui te tient à cœur, je sais. Donc ça, par rapport, en y ajoutant effectivement l'évolution ou la future PME-PMI, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Alors pour finir sur une note positive quand même. Oui, c'est important. Fort. La crise a quand même servi à quelque chose, me semble-t-il. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises pour réorienter, en fin de compte, certains placements d'assurance vie. Alors, ça fait 1 an ou 2 dont on entendait parler. Et aujourd'hui, ces décisions commencent à être concrètes puisque ça commence à exister. Et Adinvest s'y intéresse fortement donc, et a commencé donc à travailler sur ce thème-là. Donc, c'est intéressant parce qu'on est sur de l'économie traditionnelle, quoi. On n'est plus sur de l'économie immatérielle, style bourse ou autre, hein, où là, on fait de l'argent pour de l'argent. Et là, en fin de compte, on réoriente des placements du genre assurance vie vers de l'économie traditionnelle et de l'économie territoriale, notamment. Alors, sachant que Adinvest, à la base, a déposé une certification dans laquelle se trouve le développement économique des territoires. Donc, la première valeur, c'est qu'il y a un minimum de savoir-faire qui disparaissent dans ces territoires-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce qui est en train de se passer au niveau des organes de décision, pour une fois, je dirais, pour une fois où ça va dans le bon sens, me semble important justement pour relocaliser et du moins enrichir en termes de valeur ajoutée certaines entreprises qui vont permettre justement de créer de l'emploi dans les territoires et se maintenir. Voilà. Donc pour moi, c'est un grand pas en avant qui est en train d'être franchi et Adinvest s'y intéresse de manière très proche avec d'autres structures existantes aujourd'hui.
Et c'était un discours qu'on avait commencé donc, à entamer il y a 1 an et demi. Et on sentait que ça allait pouvoir venir. Mais je pense que justement, la crise accélère tous ces processus-là. Alors, c'est positif pour une fois. Donc, ça accélère aussi des difficultés pour certains qui en avaient déjà un peu et qui les ont complètement aujourd'hui. Mais ça apporte aussi du bon, quoi, dans ce sens où on aura peut-être des changements qui vont permettre justement de déployer des politiques, comme disait Laurent, au niveau territorial. Voilà. Pour résumer l'ensemble de ce troisième point qu'on a évoqué tous ensemble, effectivement, l'économie des territoires reprend de son importance, la proximité, le savoir-faire, tous ces éléments-là vont être particulièrement importants. La réflexion, hein, c'est le moment de réfléchir sérieusement à ce qu'on peut faire et comment on peut le faire pour continuer à se développer. Et puis, j'aime bien effectivement cette approche du dirigeant qui va devoir, parce que ça va devenir un devoir, hein, s'impliquer dans la vie politique de son pays. Messieurs, on arrive au bout de ces interventions. Je vous remercie pour votre présence et pour ce partage très, très enrichissant. Je vous laisse en une petite phrase courte, la conclusion à tour de rôle, et on repart en sens inverse. Donc, Jacques, de ton côté, pour conclure cette matinée. Moi, je pense que la situation dans laquelle on est aujourd'hui est pour moi porteuse de beaucoup d'espoir, beaucoup de solutions nouvelles. Ça passe certainement par le fait de se réinventer, de se projeter, de se questionner. Mais ça ouvre une nouvelle ère, je pense, où le numérique aura énormément de place, beaucoup plus de place qu'avant. Et ça aura peut-être permis à des pays comme la France, qui est un pays quand même assez conservateur dans le sens terrien du terme, de peut-être avoir une vision beaucoup plus d'avenir. Chose qu'on avait peut-être pu voir de l'autre côté de l'Atlantique qu'ici, mais j'ai l'impression que ça donne un certain dynamisme et une remise en question qui est tout à fait profitable. Merci. Laurent, de votre côté, une phrase pour conclure? Une phrase. Moi, j'ai vraiment foi dans mon pays et je ne suis pas en train de vous faire des grandes phrases. J'ai habité longtemps à l'étranger, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Je pense que la France a des ressorts absolument extraordinaires et que souvent, on s'autoflagelle. Comme disait Montesquieu, quand je m'examine, je m'inquière, quand je me compare, je me rassure. Donc, je pense vraiment que la France est un pays absolument formidable. Merci Laurent. Denis, pour terminer? Moi, en fait, j'ai réussi à conjuguer, ce qui est quand même rare dans une vie d'entrepreneur, le fait d'essayer d'avoir un impact avec un modèle économique. C'est-à-dire que quand on a créé Day One, l'idée, c'était de dire comment est-ce que la technologie transforme la société, y compris nos sociétés, et comment, pour rejoindre le message un petit peu patriotique, j'allais dire quelque part de Laurent, comment faire en sorte modestement qu'on puisse contribuer à réveiller l'Europe pour qu'elle se réembarque, qu'elle se réinvente un destin qu'elle n'a pas tricoté jusqu'ici. Et donc de dire, si on met d'un côté les Asiatiques et les Américains autour d'une table et tous les grands acteurs européens, africains, américains du Sud, etc., en leur disant, mais écoutez, on ne peut pas laisser le monde, 7 milliards d'individus, à moins de 200 dirigeants dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on en a encore le temps et les moyens? Quand est-ce qu'on le fait? À quelle vitesse le fait-on? Et c'est ce qu'on a voulu faire avec Day One. Et on est en train de réussir gentiment, hein, parce que c'est la 3e année ce pari. On devient vraiment global cette année, encore plus, et j'allais dire grâce au Covid, parce que je vais avoir des dirigeants, si vous voulez d'ailleurs y assister, ce sera le 4 février. Je pense qu'en Europe, il n'y aura aucun équivalent d'un tel niveau de speaker du monde entier dans notre événement, parce que justement, comme ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils ont accepté de parler. Bon. Les probabilités pour moi d'avoir Elon Musk ou Bill Gates, c'était d'1 sur 1 milliard, et tout à coup, ça devient presque 2 sur 3, puisqu'on est plus très loin des négociations en cours. Donc, du coup, je pense qu'on doit très vite réfléchir à comment utiliser, y compris quand on a une boîte de 10 salariés, ce qui est la majorité, comme le rappelait Laurent, comment on peut les utiliser. Parce que nous, petits, on a toujours tendance à croire que les outils, c'est toujours pour les autres. Non, ces outils-là, il y en a plein de disponibles pour des petites boîtes aujourd'hui. Donc, il faut peut-être même oublier le terme de digital, de numérique, c'est comment on réinvente nos business en utilisant tout ce que peut fournir la technologie pour le faire mieux.
Et je finirai par un exemple. Moi, j'ai aidé beaucoup, mais à titre amical, les compagnons du devoir, qui pour moi sont juste des gens fantastiques, quoi. C'est-à-dire l'excellence du savoir-faire à la française qu'on a redécouvert quand la cathédrale de Notre-Dame de Paris a brûlé, en disant mais on a des compagnons capables de restaurer ça, c'est un truc de dingue, tout le monde nous les envie dans le monde, on n'en forme que 12 000 par an, alors qu'en fait, si on examine, il y aurait besoin d'en former 30 ou 40 000. Bon, la passion du savoir-faire, ce truc incroyable. Ben, finalement, aujourd'hui, on pourrait se dire, tiens, une imprimante en 3D pourrait presque faire la fontaine au chocolat d'un super pâtissier. Mais c'est toujours lui qui va l'inventer, qui va la dessiner, qui va faire la recette, etc. Donc, ça lui enlève rien, la technologie. Ça ne fait que faire encore plus exceller son savoir-faire. Donc, il faut qu'on le voit comme ça. Comment je peux faire à travers les technologies, et non pas la numérisation pour la numérisation, comment ça va me permettre d'exceller, de m'internationaliser, de devenir beaucoup plus autonome, j'arrive plus à le dire dans l'autre sens. Comment ça va me permettre de participer à la vie de ma société, d'imbriquer ce que fait la puissance publique avec ce que fait la puissance privée, de revitaliser mon territoire, parce que quand il sera revitalisé, mon entreprise en bénéficiera également. Donc c'est vraiment un investissement à long terme, et le mot principal qu'on devrait tous avoir en tête, c'est qu'effectivement, si les Chinois réussissent très bien, c'est qu'ils ont des plans quinquennaux qui réussissent fantastiquement bien depuis 30 ans, ils disent où ils veulent être dans 30 ans. Ils ne définissent pas à la lettre comment ils vont y arriver, parce que ça, c'est une science impossible. Mais au moins, on se fixe un objectif. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, se fixer un objectif ensemble. Et je pense qu'on peut y contribuer très, très largement. Parfait, merci beaucoup pour cette conclusion. Donc, on a de la part de nos participants une question qui met en avant le fait qu'on a abordé la nécessité pour les entreprises de se réinventer. Et comme je disais tout à l'heure, dans les entreprises, il y a des dirigeants, donc les dirigeants doivent eux aussi se réinventer. Alors, comment est-ce qu'ils doivent le faire? Qui a envie de répondre à cette question? Bon, moi, je vais, puisqu'on parlait de la Chine, je vais citer un proverbe chinois qui dit qu'un poisson commence toujours à pourrir par la tête. Donc, qu'un dirigeant doit se réinventer, c'est une évidence. Comment? Mais je crois qu'on c'est précisément, on a défini tous les axes pendant notre conversation depuis 1 heure. Encore une fois, je n'ai pas de formule magique, mais je pense que ce qui est très difficile, je parle d'expérience personnelle dans la période que nous traversons, c'est que quand on est face à des chocs, à des traumatismes, quand on se bat pour sa survie, on a tendance à se recroqueviller vers les choses que l'on connaît. Et c'est un petit peu la grille de lecture que j'ai pour, par exemple, on voit, il y a un regain de l'extrémisme. On pensait qu'il y avait des choses qui avaient complètement disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 60, et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ressurgissent, qui sont dignes du Moyen-Âge. Ben, pourquoi? C'est parce que c'est les choses que les gens connaissent. C'est précisément ce qu'il ne faut pas faire, à mon sens. C'est-à-dire que dans un environnement comme celui-là, prenez un chat, si vous le jetez du 7e étage, il ne sait pas comment il va atterrir. Eh ben, nous, on est pareil. Donc, il faut arriver à faire un effort mental. C'est très difficile pour essayer de faire le tri entre les valeurs intrinsèques et rester ouvert pour pouvoir incorporer tout ce que la société nous ouvre. Alors, ça, je n'ai pas de recette miracle. Hein. Si j'avais la recette miracle, écoutez, je serais sur une montagne et puis je cher mes consultations. Mais vous voyez, l'une des réponses, eh ben, c'est ce qu'on fait ce matin. Ouais. Grâce à Nicolas, on est réunis autour de la table, virtuelle certes, mais table quand même, puis on échange, et puis on se frotte, et puis moi j'ai écouté des choses auxquelles je n'avais pas pensé ce matin. Eh bien ça déjà, si vous voulez, c'est le début de la réponse. C'est-à-dire qu'il faut considérer que ça fait partie de la prescription du docteur de faire du frottement avec des gens ou avec des situations auxquelles vous n'étiez pas accoutumé, que vous considériez comme secondaires. Il n'y a que comme ça que vous pouvez, à mon avis, faire émerger les choses. Et deuxièmement, et ça tout le monde le vit, le dit, le management avec le patron omniprésent et puis omnipotent qui sait tout, ça c'est terminé depuis longtemps. Et je pense que les entreprises qui vont s'en sortir sont celles qui vont trouver les talents, les faire émerger et leur donner le moyen de faire les choses. Et ça, moi, je pense que c'est une très, très bonne réflexion, parce que quand j'ai mis Day One Event en place en 2017, et puis on a fait le premier en 2018, moi, je voulais faire les choses différemment. Je venais pas de cette industrie. Hein. J'ai eu plein de boîtes dans ma vie que j'ai créées. Une seule que j'ai rachetée. J'ai touché à plein de choses différentes.
Et à un moment donné, je prends des prestataires. Bon, et les prestataires me disent, Denis, un événement, ça se fait comme ça. Mais je leur dis, mais pourquoi ça ne se ferait pas comme ça, comme ça et comme ça? Ah non, dans notre industrie, c'est comme ça. Donc, le plus grand danger face à la réinvention, c'est l'habitude. Et en fait, lutter contre l'habitude, c'est presque, je le rappelais tout à l'heure, c'est très difficile pour un être humain parce que ce n'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Lui, il veut créer des habitudes, des routines auxquelles il se réfère pour prendre des décisions dans un référentiel qui est toujours le même. Et donc, du coup, ça, c'est le plus dur. Et moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, hein, parce que j'observe comme ça, et Laurent vit la même chose, c'est que dans nos engagements associatifs ou collectifs, on n'arrête pas de parler à des gens qui sont dans des industries très différentes des nôtres, des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Et si vous observez un peu ce qui s'est passé avec le numérique aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des gens souvent neufs de moins de 25 ans qui ont réinventé une industrie, qui passaient son temps à s'expliquer entre concurrents que c'était comme ça qu'elle ne se faisait pas autrement. Puis tout à coup, ils prennent un leadership incroyable, ils dépècent parfois d'ailleurs complètement la concurrence des boîtes historiques existantes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, mais si on peut le faire autrement. Et si je fais une petite anecdote, alors c'est difficile de se reporter dans cet exemple parce qu'effectivement, il est un peu exceptionnel, mais l'année dernière, je finis très très vite, hein, c'est une petite anecdote, mais c'est toujours sympa de finir par une anecdote. Donc, je reçois Eric Stalmer. Eric Stalmer, c'est enfin là, il est en train de changer de fonction parce que Biden est en train de l'appeler à d'autres trucs. Mais Eric, c'était le président de la International Space Flight Federation. En gros, c'est une fédération qui réunit au début plutôt tous ces milliardaires qui sont intéressés à l'exploration spatiale, et celui qui l'a créé en premier, c'est Elon Musk. Bon. Et Eric me dit, tu sais, je rencontre Elon Musk il y a quelques années, il me dit, mais je ne comprends pas vos histoires de satellites, de lanceurs, ça coûte des milliards de dollars, vous envoyez ça dans l'espace, et puis ils ne reviennent jamais et c'est perdu. C'est juste hallucinant. Déjà, on devrait pouvoir les faire moins cher et en plus les faire revenir. Et Eric, très gentiment à l'américaine, lui dit, ouais, Elon, c'est super, parce qu'à l'époque, personne ne connaissait Elon Musk, il sortait de PayPal, etc. Il dit, ouais, oui, vous avez raison, mais il y avait 20 mecs comme ça qui étaient venus le voir. Et Elon Musk, lui, il l'a fait. Parce qu'il a dit, mais on doit forcément pouvoir le faire autrement. Et lui qui venait de l'extérieur de l'industrie, appliquait des recettes qui venaient d'ailleurs. Et finalement, quand vous voyez aujourd'hui le succès de SpaceX, c'est juste complètement hallucinant. Moi, je pense que la meilleure chance qu'on peut se donner à nous tous et toutes, c'est de rencontrer en permanence des gens qui ne sont pas de notre industrie. Arrêtez de regarder vos concurrents, regardez tous ceux qui sont dans une autre industrie, qui ont innové, ou qui se sont fait un petit peu, excusez-moi du terme, défoncer par des gens qui n'étaient pas du tout de leur milieu, cette différente pour voir et réinventer cette industrie. Donc la réinvention passe souvent par le fait d'aller voir en dehors de ses frontières plutôt qu'à l'intérieur. Eh bien, merci bien. Donc, plus de questions de l'autre côté. Donc, on va terminer là cette belle matinée avec des sujets très intéressants. Cette table ronde ayant été enregistrée, elle sera mise à disposition à travers notre chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine pour ceux qui souhaitent la revoir ou la partager. Merci à vous, Denis. Merci, Laurent. Merci, Jacques. Merci aux participants. Et puis, j'espère une prochaine table ronde très rapidement, je pense début décembre, cette fois-ci très féminine. Bonne journée à vous. Merci à tous. Au revoir.